Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du lundi 2 août 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés qui entament une semaine avec les PMI, les résultats toujours et aussi un plan d'infrastructure actuellement aux États-Unis. Mais avant ça, Wall Street a terminé en baisse vendredi dernier, entraîné surtout par la baisse d'Amazon, qui finalement a annoncé anticiper même une décélération de ses ventes au troisième trimestre. Alors les actions d'Amazon ont forcément chuté après avoir annoncé un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux attentes des analystes et surtout déclaré que la croissance des ventes ralentirait au cours des prochains trimestres. Donc dans l'ensemble quand même sur les grosses techs, la plupart ont publié largement au-dessus du consensus. On a eu, je dirais, essentiellement Netflix et Amazon qui ont déçu les attentes du marché. Les indices ont aussi été affectés en fin de semaine par la hausse des prix à la consommation qui s'est accélérée en juin. L'inflation sous-jacente s'éloignant encore davantage de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale. On a aussi eu les dépenses et les revenus des ménages aux États-Unis qui ont progressé plus vite que prévu le mois dernier, à plus 1% pour les dépenses contre un consensus de 0,7 et plus 0,1% pour les revenus des ménages, alors que le consensus attendait moins 0,3%. Enfin, l'indice d'inflation core PCE, le plus surveillé par la Fed, est toutefois ressorti le mois dernier en dessous du consensus, donc un bon point, plus 0,04% contre plus 0,06% qui était prévu par le consensus. Sinon, ce matin, les bourses entament leur première séance du mois d'août. Elles évoluent notamment en hausse, alimentées toujours et dopées, encore une fois, par de solides publications de résultats d'entreprise et aussi, en parallèle, le rebond des bourses chinoises alimentant enfin l'appétit pour le risque. Alors en Chine, les marchés actions repartent de l'avant ce lundi après avoir été chahutés, comme vous le savez, la semaine dernière par l'annonce d'une nouvelle réglementation dans le secteur privé de l'éducation et surtout connu en juillet le pire mois en près de 3 ans. Enfin, autre bonne nouvelle pour les marchés, comme je vous le disais, la perspective de nouvelles mesures de relance budgétaire aux États-Unis soutient bien évidemment la tendance puisque les sénateurs américains s'efforçant de finaliser un vaste plan d'infrastructure de 1000 milliards de dollars qui pourrait justement être adopté cette semaine. Côté macro, eh bien, nous sommes toujours dans les résultats, même si nous avons eu la publication déjà des grosses sociétés la semaine dernière et il y a 2 semaines. Cette semaine, on a encore des résultats, mais bon, on n'a pas de grosses sociétés qui vont publier. Là, ce qui va m'intéresser essentiellement, ce sera les entreprises chinoises, étant donné qu'elles ont quand même été plombées par la répression qu'on a eue, la répression de Pékin. J'estime quand même que ces sociétés ont des fondamentaux solides. Donc, ça va être intéressant de voir, notamment pour Alibaba, je pense à Alibaba, Tencent et Baidu, qui vont publier leurs résultats cette semaine, de voir un peu, malgré les risques politiques, comment les fondamentaux, eux, se sont comportés durant le trimestre, car on reste quand même sur des boîtes assez solides. Donc, ça va permettre derrière de nous donner un peu plus de visibilité et de voir si potentiellement on a un creux de marché sur ces valeurs qui ont subi une décote assez impressionnante. Sinon, côté valeur US, non, on n'a pas vraiment de grosses. Bon, on a BP, on a Ferrari essentiellement, et après, au sein du Dow Jones, on n'a pas de grosses
de grosses valeurs, Moderna pour les vaccins. En tout cas, vous avez ici la liste des valeurs US qui vont publier, mais dans l'ensemble, on a déjà eu les plus grosses sociétés qui ont déjà publié leurs résultats. En Europe, c'est la même chose. Concernant le CAC, on avait une avalanche de résultats la semaine dernière. Si on compare l'évolution du CAC et du DAX la semaine dernière, on a eu une surperformance de l'indice parisien. Normal, on a eu la publication de plus de la moitié des valeurs du CAC 40 la semaine dernière et le DAX, lui, va entamer une forte semaine riche en publications d'entreprises à partir d'aujourd'hui. Là, vous voyez qu'on a juste AXA qui a publié d'excellents résultats aussi ce matin. Ce qui va m'intéresser pour la semaine, c'est essentiellement les bancaires qui quand même ont une pondération assez importante dans l'indice CAC 40, notamment Société Générale et Crédit Agricole. Donc voilà les deux valeurs à surveiller qui pourraient encore tirer l'indice à la hausse pour aller chercher les 6700 points cette semaine, les bancaires. Et derrière, ça devrait commencer à se calmer. On aura juste Vinci à partir de la semaine prochaine, même pas à la fin du mois, Vinci, Bouygues, on terminera avec Pernod Ricard. En revanche, concernant l'indice allemand, voilà, on attaque une grosse semaine selon moi. L'indice allemand qui est composé de 30 valeurs. Actuellement, on a déjà plus de 10 valeurs qui vont publier leurs résultats. De ce fait, si les résultats sont aussi brillants que ceux du CAC 40 ou même ceux des États-Unis, outre-Atlantique, je m'attends à un rattrapage sur le DAX. Pour rappel, toute la semaine dernière, on était un peu dans un range. Il ne s'est pas passé grand-chose, alors que le CAC, lui, a plutôt bien enchaîné les séances de hausse. Donc derrière, potentiellement, le marché était dans l'attente des résultats. Et encore une fois, si on a d'excellents résultats, eh bien, le DAX pourrait aller chercher, pourrait de nouveau repartir à la hausse pour aller chercher la borne haute de son canal mensuel. Donc on fera le point dans la partie graphique juste après. Enfin, ce matin, nous avons quand même eu les PMI manufacturiers en zone euro et en France. Alors, l'activité du secteur manufacturier au sein de la zone euro a continué de croître en juillet, soutenue par l'assouplissement des mesures de restriction sanitaire qui stimulent la demande, et ce, en dépit des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, qui entraînent quand même, comme vous le savez, une hausse des prix des matières premières. Alors, l'indice PMI mesuré par IHS Markit auprès des directeurs d'achat s'élève à 62,8 en juillet, après avoir atteint un pic à 63,4 en juin. Donc, dans l'ensemble, des niveaux toujours records. Hein, on est depuis l'existence de ces données d'IHS Markit, on est quand même sur des plus hauts historiques. Donc, après l'euphorie qu'on a eue avec la forte reprise économique, comme je vous le disais, on devrait commencer à se tasser. En tout cas, les indicateurs devraient retomber sur des niveaux voilà, à 2017, enfin, si, quasiment 2017, je pense, mais on devrait s'attendre en tout cas à une normalisation. Après l'euphorie, retour à la normale, on a eu des chiffres exceptionnels sur pas mal d'indicateurs économiques. Maintenant qu'on a atteint des niveaux assez élevés, je m'attends à ce qu'on ait une certaine normalisation et que certaines données économiques commencent en tout cas à retomber et à retourner sur des niveaux qu'on avait connus plutôt voilà, dans les alentours de 2010, 2007. On pourrait très bien retomber sur les niveaux des 60. Mais pour l'instant, on est quand même, on s'inscrit toujours en fait dans une forte reprise économique et sur des niveaux assez élevés concernant les indicateurs PMI. En France, la croissance de l'activité, elle, du secteur manufacturier a légèrement justement ralenti en juillet, en partie en raison des problèmes tout simplement de chaîne d'approvisionnement et de hausse des coûts des matières premières.
L'indice PMI, lui, est tombé à 58 le mois dernier contre 59 en juin. Ça reste quand même, comme je vous le disais, d'excellents chiffres. L'indice reste néanmoins au-dessus du seuil de 50, qui, pour rappel, sépare une croissance d'une contraction de l'activité. Effectivement, quand on repasse en dessous de 50, on parle de contraction de l'activité et au-dessus de 50, expansion, croissance. Donc, on est quand même, malgré un léger repli, sur des niveaux records et sur des données plutôt encourageantes pour la suite. Côté macro, côté graphique, on va donc s'intéresser au CAC 40. Alors, on va passer directement en données hebdomadaires pour aller voir un peu la tête de la bougie. En données hebdomadaires, bon, pas grand-chose. On est toujours sur un niveau clé, du moins la fameuse résistance vers les 6695, 6700 points. On travaille donc une résistance hebdomadaire. Bon, la bougie de la semaine dernière ne nous donne pas beaucoup d'indications sur les prix. On est toujours sur une bougie verte au-dessus de la Tenkan, une dynamique bien en place, une dynamique haussière bien en place. Maintenant, concernant les données journalières, il va falloir passer le niveau tout simplement des 6670, 6695. Bien entendu, la dynamique reste haussière pour l'instant. On est toujours porté par, si on bascule en données 4 heures, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. On a ouvert en gap ce matin avec notamment les bons résultats concernant AXA. Comme je vous le disais, je vais notamment surveiller les résultats des bancaires qui devraient donner peut-être un nouvel élan haussier à l'indice CAC 40, notamment si on a des bons résultats pour Crédit Agricole et Société Générale. Là, le scénario, ce serait en cas d'échec un range estival, voilà, potentiellement. Donc voilà le niveau que je surveille. Je reste toujours haussier. J'estime qu'on a eu un porte-voix ici, que l'objectif est à 6800, si je ne dis pas de bêtises, qu'un premier TP a dû être fait, notamment si vous êtes entré en position à la sortie du porte-voix. Vous avez quand même dû prendre des bénéfices sur la résistance, mis votre stop à break-even. Et maintenant, voilà, on a un peu une zone compliqué à passer, qui est juste ici, pour moi, si on prend les mèches, voilà la zone des 6675, 6700 points. Ce matin, ça partait plutôt bien, on avait une belle bougie verte, là on est en train de retomber. Bon, attendons de voir, c'est la première séance du mois, on peut aussi avoir de nouveaux arbitrages au sein des portefeuilles, quelques prises de bénéfices. On va voir un peu comment le marché s'installe en ce début de semaine. Mais pour l'instant, pas de plan de trading à court terme. Pour moi, c'était surtout la sortie du porte-voix qui était essentielle. En données horaires, voilà, on est toujours soutenu par la Kijun, pas de chandelle de retournement, donc pas d'inquiétude à avoir dans l'immédiat sur le CAC 40. Ça reste haussier. Pour moi, le prochain catalyseur qui devrait logiquement donner un nouveau souffle à l'indice, ce sera la publication des bancaires cette semaine. Concernant le DAX, alors le DAX était pareil, bien orienté ce matin. Finalement, ça retombe et même constat, hein, on est toujours dans un range. Je vous parlais vendredi de l'avalement haussier qu'on avait eu sur la borne basse, donc des prises de bénéfices ont dû être effectuées sur la borne haute normalement. Peut-être que certains d'entre vous ont gardé un reliquat dans l'espoir d'avoir une sortie par le haut, mais sinon, encore une fois, phase de trading range en données horaires. Donc là, je vais quand même basculer
en données hebdomadaires, bon, il ne s'est absolument rien passé sur le DAX. Vous voyez que le CAC 40, lui, au contraire, nous avait fait quand même une belle bougie verte. Sur le DAX, une séance, une semaine dans le rouge. Et là, peut-être qu'avec l'ensemble des résultats qu'on va avoir, en cas surtout de bonnes nouvelles et si l'ensemble des sociétés bat le consensus, on pourrait alors avoir un rattrapage sur l'indice allemand pour aller chercher, comme je vous le disais, une nouvelle fois les 15 850, pourquoi pas sur accès 15 900 points. Mais à court terme, on reste dans un range, très clairement. On est toujours dans un range et donc la stratégie, elle, n'a pas changé. Pour moi, ça va être achat sur la borne basse, vente sur la borne haute. Et en cas de cassure, on garde notre achat et on ira chercher les 15 800. Voilà pour moi la stratégie sur l'indice allemand. Si on passe sur les futurs, on a exactement la même chose en données 4 heures, en données horaires surtout pour affiner le range. Donc là, on est de nouveau vers la borne basse du range. On se rapproche. Donc, il va falloir surveiller les 15 460, 15 470 pour tenter une nouvelle fois des achats et viser la borne haute. Donc, une semaine de trading range et de ping-pong entre les deux bornes. Bien entendu, si le DAX enfonce la borne basse, eh bien, il faudra passer vendeur pour aller chercher l'objectif théorique de ce range. Concernant le Dow Jones maintenant, même constat. Vous voyez qu'on est dans un range, encore une fois. Alors, on va basculer en données hebdomadaires pour aussi voir un peu la tête de la bougie. On a, bon, une bougie verte, mais on est encore dans le fameux range. Vous voyez, juste ici, très clairement, on a toujours notre range qui est en place maintenant depuis plusieurs semaines. Donc, j'attends surtout en fait la cassure des 35 150 points. Si on affine en données daily, effectivement, on est venu chercher la borne haute de notre range et derrière, on consolide. On n'arrive toujours pas, franchement, à avoir une belle cassure au-dessus de 35 100, 35 150. Ce serait vraiment bien d'avoir une belle accélération au-dessus des 35 150 avec une belle bougie flux pour se positionner à l'achat et aller chercher dans un premier temps, je viserais 35 500. Puis, objectif intermédiaire, pourquoi pas vers 35 790, 35 750. Mais encore une fois, ce qui va m'intéresser, comme toujours, c'est l'évolution des prix à l'intérieur du range horaire. Encore une fois, donc là on est dans un très beau range horaire. Achat sur la borne base si on a des chandeliers de retournement, vente encore une fois sur la borne haute, et potentiellement, si on se positionne ici, espérer et garder toujours un petit reliquat au cas où, finalement, le marché réussirait enfin à percer ce niveau pour accélérer, reprise haussière, consolidation, redémarrage haussier. Voyons voir maintenant la tête des prix sur les futurs. Peut-être qu'on a un peu plus d'indications au Dow Jones. Voilà, on est venu taper la borne haute durant la nuit, durant la nuit. Ce matin, la balle au centre, très clairement. Pour l'instant, je ne ferai rien. Peut-être que certains d'entre vous ont réussi à mettre ce niveau à profit, ont peut-être même pris des bénéfices. Mais là, quand on regarde la tête des futurs, je vais quand même basculer en daily. Bon, on a encore, vous voyez, on est encore bloqué par le haut de range, toujours, très clairement. Donc, on est prisonnier entre deux gros niveaux, le support intermédiaire du range, qui était l'ancienne borne haute du range, qu'on a dû réajuster avec l'excès haussier qu'on a vu au mi-juillet.
Mais maintenant, on est toujours prisonnier entre un gros niveau de support et un gros niveau de résistance. Effectivement, si on affine encore une fois, on a la même chose que sur le cash, un range horaire. Les vendeurs se sont une nouvelle fois montrés présents ici. On a une belle bougie baissière. Pour l'instant, on se situe au milieu du range. Donc, j'estime qu'il n'y a absolument rien à faire sur le Dow Jones. Soit vous attendez de nouveau un retour et vous tentez des achats, soit si à l'ouverture à 15h30, on fait une rotation partielle et on accélère à la hausse, dans ce cas-là, on profitera de la cassure sur le futur des 35 060 points pour se positionner à l'achat et espérer une nouvelle jambe de hausse en direction des 35 200, voire 35 500. C'est vrai que si on reporte l'objectif théorique, ça nous donne 35 335 à peu près. Voilà l'objectif théorique à viser en cas de franchissement de la borne haute. Côté Forex maintenant, c'est assez maigre ce matin, j'ai pas beaucoup d'opportunités. On va plutôt faire le point sur ce qui s'est passé un peu la semaine dernière, avec notamment les signaux weekly qui ont été parfois validés et sur d'autres paires invalidés. Donc on va essentiellement regarder l'euro-dollar et le GBP USD. C'est vraiment les deux paires qui m'intéressaient la semaine dernière. Concernant l'euro-dollar, belle réaction sur la borne basse du range. Très belle réaction même. Euh, avalement haussier confirmé en hebdomadaire. Pour rappel, on avait déjà l'avalement daily qui m'avait vraiment invité à repasser haussier et à viser les 1,1875. J'espère donc que vous avez pris des bénéfices sur ce niveau. On fera le point juste après en daily. Mais au moins pris des bénéfices et remonter votre stop, soit break-even, soit légèrement stop-win. Et maintenant, le but, c'est d'aller chercher cette zone. Là, on a un très gros niveau. Si j'arrive à le prendre. Voilà. Là, ça va être compliqué. MM50, Tenkan, Plaquiju. Donc là, gros niveau. C'est une zone clé. Pour moi, ce sera le deuxième TP et en plus, c'est le milieu de range. Donc, 1,1950. Pourquoi pas sur excès 1,20. On va prendre les 1,20. Voilà, c'est une zone de 50 pips. Ça va être un gros morceau à passer. En plus, Chikou viendra taper aussi en parallèle dans la kit jaune. Donc là, milieu de range. Mais ça reste, pour moi, le TP2 à aller chercher cette semaine. Néanmoins, avec une telle bougie haussière, il est envisageable, et il ne serait pas en tout cas à exclure, une nouvelle rotation complète des prix vers la borne haute. Mais là, dans un premier temps, si vous avez déjà pris des bénéfices ici, on prendra encore une fois des bénéfices, mais on gardera quand même un petit reliquat pour essayer d'aller chercher de la borne haute, les 1,2260, tout simplement. On a plusieurs gros niveaux à passer. On aura bien entendu de nouveau le pullback sur ce canal haussier de long terme. Donc là aussi, qu'on aura passé les 1,1980, il faudra de nouveau réussir à franchir la borne basse du canal. Et une fois qu'on sera libéré, qu'on aura réintégré, bien entendu, on aura de la place très facilement pour aller chercher les 1,2260. Donc voilà le plan sur l'euro-dollar, chandelier hebdomadaire avec le gap baissier validé, chandelier de retournement, belle bougie flux et haussière. TP2, je vise maintenant, voilà, la fameuse zone des 1,1970, 1,1990, 1,20. En données daily, on est plutôt bien orienté aussi, gros morceau avec la moyenne mobile 50. On reste quand même sur une séance en début de semaine plutôt encourageant, on est sur une belle bougie verte. Je reste aussi, je ne repasse pas, en tout cas je ne passe pas vendeur. Là, il y avait l'avalement daily, donc prise de bénéfice. Et maintenant, on met son stop à break-even ou un stop win, pourquoi pas. C'est vrai qu'on a pris pas mal d'amplitude. Et effectivement, si on clôture au-dessus des 1,1875 ce soir, ce serait une bonne chose pour aller chercher le prochain niveau. Donc voilà, le prochain niveau, il est juste ici, entre la MM 200 et la MM 50. 1,1950, 1,1990. Très clairement, TP2 ici et TP3, borne haute
très clairement, voire si c'est un peu difficile à tenir, pourquoi pas aller chercher les 1,2050, 1,2096 pour prendre des bénéfices. Comme je vous le disais, sur là, je ne l'ai pas prolongé, mais venir voilà, dans cette zone, prendre ses bénéfices sur la borne basse du canal de long terme. Mais j'aime beaucoup la configuration qu'on est en train de faire sur l'euro-dollar et je pense qu'on a un creux de marché à moyen long terme. Le GBP-USD. Alors, j'évoquais le GBP-USD la semaine dernière en vous disant la même chose que sur l'euro-dollar. Le problème, c'est qu'on n'a pas validé le signal technique très important qui était en place la semaine dernière. Vendredi, au moment de l'enregistrement de l'émission, on était sur une cassure Tenkan Kijun. On avait une belle bougie flux et impulsive avec pas mal de corps et on était au-dessus de la Kijun et de la Tenkan. Donc on avait une cassure Tenkan Kijun avec Chikou totalement libre de tout obstacle. De ce fait, j'anticipais potentiellement un signal technique haussier à venir. Néanmoins, eh bien, on a eu une clôture sous ce niveau. Donc, le signal n'est pas validé sur le GBP USD. Toutefois, on reste quand même toujours dans un range, mais là, celles et ceux qui ont réussi à se positionner ici ou même un peu plus haut, pensez à prendre des bénéfices. Le signal technique hebdomadaire n'a pas été validé. Actuellement, c'est vraiment la configuration que j'aime pas du tout, c'est des prix prisonniers entre une Kijun et une Tenkan. Donc là, plutôt neutre. Je m'attendais vraiment à une cassure de ce niveau et on vous disait la semaine dernière que si on casse ce niveau, j'attendais un pullback pour vous proposer un plan de trading avec un stop loss juste en dessous pour viser les 1,4080. Mais j'annule ce plan étant donné que invalidation de mon setup, en tout cas en données hebdomadaires. Donc j'invalide le plan à venir qui consistait à une poursuite de la hausse sur le GBP USD. Donc au contraire, pensez même à prendre des bénéfices. Là, j'aime pas trop la configuration qu'on a faite. On est un peu sur un dark cloud cover et on est repassé même voilà, sous la résistance, enfin, sous le support du coup. On avait cassé la belle résistance ici, belle bougie flux. C'était plutôt encourageant pour la suite. Et là, derrière, on a fait un dark cloud cover. On a de nouveau clôturé sous le support. Donc, on a vraiment enfoncé le support. Donc, prenez des bénéfices car on pourrait potentiellement retomber. Alors, est-ce qu'il faut passer pour autant vendeur sur le GBP USD? J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à être baissier. Pareil parce que alors oui, on a un dark cloud cover, mais en données 4 heures, on est prisonnier entre la Tenkan et la Kijun, et on a la même chose en données hebdomadaires. Du coup, je suis un peu tiraillé, car normalement, on n'est pas censé faire grand-chose lorsque les prix sont entre ces deux niveaux. C'est plutôt une phase d'attente et d'hésitation du marché, et généralement, il faut attendre qu'on franchisse à la baisse ou à la hausse l'un des deux niveaux. Donc pour ma part, je préfère rester à l'écart, mais je voulais faire le point sur le plan de trading que je vous avais donné la semaine dernière en cas de cassure Tenkan Kijun hebdomadaire. Donc là, annulé, et bien au contraire, on essaye de prendre même des bénéfices, une bonne partie de ces bénéfices, car on a eu un signal daily avec le Dark Cloud Cover qui potentiellement pourrait ouvrir la voie à une correction baissière. Néanmoins, je ne parle pas de plan de trading à la baisse car j'estime qu'on est encore sur des gros niveaux, qu'on reste toujours sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Et donc, voilà, j'attendrai, je surveillerai surtout l'évolution en données hebdomadaires. Savoir si on enfonce cette Tenkan ou si on casse à la hausse notre Kijun. Et au contraire, si on franchit cette Kijun à la hausse, je pense même repasser haussier sur le GBP USD pour tenter d'aller chercher les 1,4080. Mais pour l'heure, plutôt neutre quand on voit la configuration actuelle. Le gold.
plombé par les chiffres de l'inflation PCE Core vendredi, mais dans le range, toujours, encore une fois. Donc j'espère que vous avez pris des bénéfices, mis votre stop à break-even, dans l'espoir, encore une fois, d'avoir une sortie par le haut du range. Mais finalement, ce n'est pas passé, d'où l'intérêt de quand même prendre une partie de ses bénéfices, mettre son stop à break-even. Au moins, si on a une nouvelle rotation des prix vers la bande basse, on se fait sortir par le marché, mais on a encaissé des points, finalement, même si on n'a pas eu l'amplitude qu'on espérait, qu'on voulait pour derrière aller chercher vraiment une belle jambe de hausse. Mais finalement, on est toujours prisonnier dans ce gros niveau. Vous voyez, encore une fois, c'est compliqué quand on est entre la Kijun et la Tenkan. C'est vraiment une grosse indécision de la part du marché. Voilà pourquoi je n'aime pas trop proposer des plans de trading, car c'est de l'indécision. Après, là, on a un très beau range qui s'est dessiné sur le gold. Donc, encore une fois, cette semaine, le plan reste le même. Il va falloir travailler à l'achat à la borne basse et prendre ses bénéfices sur la borne haute. Et pourquoi pas, pour les plus expérimentés, tenter des ventes sur la borne haute. Mais on est, encore une fois, prisonnier sur deux gros niveaux. Le fameux niveau des 1790-1800, l'énorme zone de support juste ici, couplé par la Kijun hebdo, et au-dessus de la tête, Tenkan MM50. Et en parallèle, qu'on essaye d'aller un peu plus haut, Chikou qui bute directement dans les prix. Donc, il va falloir se montrer patient. Et pareil, si je me mets en hebdomadaire, on tape dans le nuage et à la baisse, on a le plaquet jaune et toujours la même zone. Donc, c'est assez compliqué. Il faut vite prendre ses bénéfices. Il ne faut pas être trop gourmand sur le gold. Mais comme je vous le disais, je m'attends à une réaction assez explosive lorsqu'on va franchir à la hausse ou à la baisse l'une des deux bornes. Ça fait quand même plus d'un mois bientôt qu'on consolide à l'intérieur de ce range. Donc forcément, la sortie d'une des deux bornes devrait donner le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Mais en données 4 heures, pour l'instant, on est au milieu du range. Donc, soyez patient et intervenez, s'il vous plaît, sur les bonnes zones techniques. Donc là, sur excès, très bien les chercher, voilà, 1790, 1795. Là, je suis plutôt neutre, on est au milieu du range, donc très clairement, balle au centre, pour moi, il n'y a rien à faire. J'attendrai soit un retour sur la borne basse pour de nouveau repasser à l'achat, sinon, rotation partielle, et on fera le point si le cours de l'or parvient de nouveau à retourner sur la borne haute. Mais pour l'heure, voilà, vous avez normalement dû prendre des bénéfices, mettre un stop à break-even, et dans l'attente que le marché fasse soit une rotation partielle, soit une rotation complète pour de nouveau travailler à l'achat la borne basse. Concernant le Brent, le Brent, bon, en données hebdomadaires, ça reste toujours extrêmement haussier. Néanmoins, on a le sentiment que le marché commence maintenant un peu à caler. En même temps, on est assez haut, on est proche de gros niveaux techniques clés. Notre résistance, vous voyez juste ici des 75-60, couplée bientôt à la fameuse oblique de long terme. Donc, la hausse me paraît encore une fois limitée sur le pétrole. Et là, on est en train d'entamer une bougie baissière, mais bon, je ne suis pas convaincu non plus de la baisse. Est-ce qu'on ne va pas partir dans un range? En tout cas, sur le pétrole, je n'ai pas de plan de trading à vous proposer, hein, très clairement, pour avoir un range ou un... C'est pas très beau. Un élargissement ascendant. Bon, je suis pas convaincu. De toute façon, le Brent actuellement, il offre pas beaucoup d'amplitude.
Pas beaucoup de volatilité. On donne 4 heures. On a beaucoup d'obstacles, que ce soit la hausse, que ce soit la baisse, beaucoup de support encore. Je vais surveiller, voilà, si on a une belle bougie flux et qu'on fait une cassure Tenkan Kijun, donc forcément ça va m'indiquer une reprise de la hausse. Mais passer vendeur avec MM200 et MM50 juste en dessous des pieds, sous nos pieds plutôt, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu non plus de cette stratégie, mais je suis pas non plus convaincu d'une stratégie haussière à mettre en place sur le pétrole. Vraiment assez indécis. J'aime pas le niveau sur lequel on se situe. J'aimerais bien qu'on retourne sur les 75-70 et qu'on fasse voir un excès sur notre oblique, ou sinon qu'on enfonce vraiment au niveau. Mais là, je pense qu'on est encore soutenu en plus par le niveau des 50% de Fibonacci ou les 61,8. Ouais, on a les 61,8. Bon. Donc vendre ici, pour moi, c'est catastrophique. Et acheter là, je vois pas de signal haussier. Donc, ça me paraît pas non plus judicieux. Donc, pour l'instant, je reste à l'écart. Je reste à l'écart. Ça reste, bien entendu, haussier, mais regardez quand même, depuis quasiment 10 jours, c'est assez plat. C'est assez plat, il ne se passe pas grand-chose. Donc, aller sur des marchés où il y a de la volatilité, où il y a du flux. Et pour l'instant, sur le pétrole, en tout cas, voilà, on est prisonnier. On est en train de s'enfermer entre deux gros niveaux. Voilà, et on n'a pas vraiment des bougies qui nous donnent des indications très précises sur l'évolution à venir des prix. De ce fait, quand j'ai peu de visibilité, je préfère rester à l'écart et vous proposer des plans de trading sur d'autres actifs plus pertinents. Alors oui, on avait le fameux triangle évoqué sur le light. Je vous disais que c'était clairement pas le trade de l'année. Pourquoi pas? Effectivement, le light avait du retard sur le Brent, étant donné que le WTI avait déjà franchi à la hausse les 61,8, lorsque le Brent avait déjà franchi les 61,8 à la hausse, alors que le WTI était un peu à la traîne. Et effectivement, on a eu cette sortie de triangle ici, fin de semaine. Je vous disais, pourquoi pas le tenter? C'est pas le trade de l'année, très clairement, un peu risqué, mais pourquoi pas? Bon. Si certains d'entre vous l'ont pris, bah vous voyez qu'on est venu faire l'objectif théorique au point près, quasiment. Donc, j'espère que vous avez pris vos bénéfices ici et maintenant, vous êtes dans l'attente de nouveaux signaux. Donc là, très clairement, pour moi, un objectif a été atteint, mais pour autant, je ne suis pas non plus convaincu de la hausse à venir, mais je ne passe pas baissier pour autant. Là, on est en train de faire un avalement baissier. Voilà, on est en train de faire un avalement baissier, mais il apparaît au milieu de nulle part, en fait. C'est aussi ça qui me dérange. J'aurais bien voulu une réaction un peu plus haute. Et je suis pas convaincu du. Déjà, la séance n'est pas terminée, donc on va voir avec l'ouverture américaine à 15h30. Mais je ne suis pas convaincu de l'avalement baissier actuellement. Surtout sur le niveau où on se situe, on est au milieu de nulle part. On n'est pas vraiment sur un gros niveau technique clé. Donc, j'accorde moins d'importance au chantier de retournement lorsqu'il se situe sur des niveaux un peu intermédiaires. En données hebdomadaires, bon, j'aimerais bien qu'on retourne sur les 74-70 et qu'on refasse un excès sur les 76-50. Voilà, c'est les niveaux qui vont m'intéresser. Mais sinon, à court terme, je n'ai pas de plan de trading à vous proposer sur le WTI ou sur le light. J'estime que la hausse me paraît en tout cas trop limitée car on est à l'approche de grosses résistances et à la baisse, eh bien, on a trop d'obstacles. Là, c'est les 61,8, la MM200 et la MM50 qui remontent. Donc, aucun intérêt de se mettre vendeur face à tant d'obstacles.
On surveillera la cassure si le marché veut bien accélérer à la baisse dans les jours à venir. Pour terminer, les cryptos, qui elles m'intéressent énormément, et au contraire, il y a de l'action, il y a du flux. Donc, il y avait pas mal d'opportunités à saisir sur l'ensemble des crypto-monnaies depuis maintenant 2 semaines pour avoir fait le suivi sur pas mal de cryptos, l'Ethereum, le Ripple, le Bitcoin. Alors, petite déception sur le BTC, hein, qui finalement nous offre un magnifique bull trap, malgré une belle cassure. Alors, vendredi dernier, on était quand même dans le rouge au moment où j'enregistrais l'émission. Je ne voulais pas passer baissier pour autant, car j'aimais beaucoup la dynamique qu'on avait depuis maintenant fin juillet, avec pas mal de bougies vertes qui s'empilaient à la suite, ce qui montrait quand même une certaine force acheteuse assez présente. Donc, voilà, je voulais pas passer baissier sur la borne haute du range. Derrière, bon, belle cassure et finalement, alors je vais quand même d'abord voir la bougie hebdomadaire. Ok, on n'a pas eu une bougie hebdomadaire qui a réussi à casser les 40 800. Donc là, ça va être le palier à franchir cette semaine. Donc, clôture hebdomadaire sous les 40 800. Maintenant, on repasse en données daily. Bon, je ne passe pas vendeur pour autant. Pour l'instant, ça reste un bull trap, mais pas de chandelier de retournement, très clairement. Le point positif, c'est qu'on est enfin sorti de ce fameux nuage, que Chikou a réussi à percer le nuage aussi, donc ça c'est plutôt encourageant pour la suite. Tenkan et Kijun commencent doucement à remonter, donc pareil, un nuage qui pourrait de nouveau s'orienter à la hausse. Donc en données daily, j'aime bien la configuration. Ok, on a eu un bull trap, mais ce n'est pas vendeur pour autant, très clairement. Si on bascule en données 4 heures, voilà, on a une belle réaction sur la MM50. On n'était pas venu la chercher depuis un bout de temps. Certes, on a enfoncé la Kijun. La Kijun Tenkan se met à plat, donc rien n'est fait, toujours soutenu par la MM50. Si ça tient, qu'on a une accélération, qu'on fait une cassure Tenkan Kijun, très clairement, je passerai haussier. Et là, je vous proposerai un plan de trading avec, donc on aura une sortie de range par le haut. Et si ce scénario se réalise, je vous proposerai un plan de trading. Et normalement, au lieu de mettre un stop au milieu du range, là, on pourra mettre son stop juste en dessous, sous la MM50. Donc là, voilà ce qui va m'intéresser cette semaine. C'est la tenue de la MM50. Et derrière, si on part à la hausse et qu'on fait cassure Tenkan Kijun, très clairement, stop loss juste sous la moyenne mobile 50. Et je viserai 44 850 et 50 500 $. Et vous aurez un super ratio risque-reward. Donc voilà ce que je surveille actuellement sur le BTC. La réaction sur la MM50 qui pour l'instant, pas d'inquiétude. Et derrière, j'aimerais bien une reprise des acheteurs avec une bougie flux, avec sortie de range par le haut en cassant Tenkan Kijun à la hausse. Et là, je considérais qu'on a un puissant signal technique haussier. Et donc, il faudra être assez réactif pour ensuite se positionner et aller chercher les niveaux intermédiaires. Si on prend l'Ethereum, et aussi voilà pourquoi je ne voulais pas passer vendeur sur le BTC, car rappelez-vous, je vous disais la semaine dernière, ce qui me chagrine, c'est que l'Ethereum avait lui validé son double creux. Et effectivement, le double creux a été validé, et pas sur le BTC. Bon, du coup, on a fait un bull trap. Mais l'Ethereum surperforme à court terme le BTC. Donc là, c'est haussier, et je vise 2900. Très clairement, je vise même 3000 $, pourquoi pas. Mais peut-être que certains d'entre vous ont profité justement de ce double creux. Alors je pense à celles et ceux qui sont positionnés depuis la borne basse du range. Vous avez, vous, remonté vos stops, pris une partie de vos bénéfices ici, et logiquement, vous avez gardé un reliquat. Et là, vous visez 2900.
c'est haussier. On est en train de franchir la résistance, vous voyez, des 2540, 2550, juste ici. Les acheteurs gardent la main, tout simplement. C'est haussier. On n'empile que des bougies vertes maintenant depuis plus de 10 jours. Prochain TP, 2900, voire 3000 $. Si on bascule en données 4 heures, c'est très propre aussi. Le BTC, lui, il corrige. L'Ethereum surperforme des plus bas et des plus en plus haut. Ça reste haussier, des acheteurs présents, un flux bien orienté à la hausse. Donc, aucune raison d'être baissier, bien au contraire. On profite de l'embellie pour remonter son stop et mettre un stop win. On peut même mettre son stop si on était positionné ici sous la moyenne mobile 50. Et maintenant, TP final, 2900 $, voire 3000. Et pour celles et ceux qui font de l'investissement à long terme et pas du trading, et bien dans ce cas-là, si vous faites du trading, vous prenez quand même quelques bénéfices. Si vous voulez garder un investissement long terme, eh bien, vous regardez un reliquat pour espérer une reprise, comme je vous le disais maintenant depuis plusieurs semaines, qui est mon scénario sur l'ensemble des cryptos, la fameuse reprise en U. Et pour l'instant, ça se dessine pas trop mal. Donc, si reprise en U, derrière, on connaît l'objectif, c'est 4000 $. Pour l'instant, on ne va pas se précipiter, mais les 2900 $ sont tout à fait envisageables et atteignables sur l'Ethereum. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un point complet sur la planète finance.